Bonjour et bienvenue dans ce traditionnel maintenant Club Expert Flexible. Je sais que vous êtes nombreux à regarder parce que c'est vraiment le sujet qui vous passionne dans le monde de la gestion de patrimoine. 45 minutes en plateau et on va parler des sujets du moment, les taux, les drawdowns, la volatilité et ce qui nous attend pour les mois et puis l'année à venir. En plateau, nous avons, ils sont là, les stars. Alors je dis elles, en fait il n'y a que des hommes en l'occurrence. Mais bon, on va commencer par ma gauche, Malik. Shagir Manji, que j'ai surnommé Shagir le Sage pour gestion, épargne patrimoine et épargne croissance. Gilles Ménard, la française patrimoine flexible. Malik Hadouk, je l'aime tant que je ne parle que de lui, pour toute la gamme CPR croissance, on les connaît tous, tout là. Et notre ami Stéphane Vontron pour JP Morgan, et alors il parlera d'un fonds en l'occurrence, parce que des fonds chez vous il y en a tellement, okay. Donc il faut bien focuser à un moment donné. JPMF Global Capital Appreciation. C'est exact. Vous avez vu? Je trouvais que je parle mal anglais, mais au fond, je m'en sors quand même. Ça fait illusion, ça marche. Allez, très bien, ça fait illusion, vous le resservirez. Mais avant de commencer, que serions-nous sans lui, le vulcanisant Georges Delataille? Nous arrivons juste d'Auvergne, celui qui porte la particule comme l'Auvergne aligne sa chaîne des puits avec une grande sérénité. Ça me fait plaisir, Jean-Pierre, mais il faut que je me déplace jusqu'à Clermont, vous savez, sympathique. Exactement, mais c'est chez bien. Moi. Allez, la règle du jeu, toujours aussi simple, voilà, toutes les questions que vous voulez, n'hésitez pas à en poser beaucoup, il y en a déjà une vingtaine qui sont arrivées, donc lâchez-vous. Là, chez vous, bien évidemment. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet parce que je sais que 3/4 d'heure, ça va passer à toute vitesse compte tenu. Et messieurs, quelle année, j'imagine, dans vos salles, de la volatilité, du risque, des taux, des drawdowns, des crises politiques. Et c'est pas fini. Je pense que pour le mois qui vient, on va encore avoir de s'occuper. Dites-moi, on doit transpirer dans les salles quand même, Shagir? Oui, tout à fait. C'est une année je dirais les années maintenant sont une succession de plusieurs années en réalité, avec les événements à très court terme. Et puis comme d'habitude, toujours des événements qui sont inattendus et non anticipés, comme la Chine au mois d'août. Personne n'avait vu cet élément-là. On pensait que ce n'était pas très très grave, la correction boursière, puisqu'il y avait une hausse au préalable. Tout le monde pensait à Wall Street. Et donc c'est vrai que c'est une année pleine d'événements, quoi. Gilles, comment ça s'est passé à la française? C'est clairement pas une année sereine, on va dire. L'année 2015 n'est pas une année sereine, mais c'est une année qu'on a vécue avec des ruptures en fait assez difficiles à appréhender, telles que celle qui est évoquée sur l'été 2015. Néanmoins, on a conservé des postures et on a essayé de capter à l'intérieur de ces tendances. Effectivement, on a eu une succession de crises ou en tout cas de périodes heurtées, et donc on a essayé de naviguer dans ces eaux troubles pour 2015. Comment on le vit, je fais un tour de table rapide, Malik, comment on le vit? Très bon début d'année, puis tout d'un coup on est là au mois d'août, paf, on prend une crise qu'on n'attendait pas, c'est le moins qu'on puisse dire, et tout est à refaire. C'est fatigant, non? C'est la règle du jeu, voilà, il faut s'y attendre. On avait connu 5 belles années avec des volatilités plus ou moins faibles, avec des à-coups très faibles. Et cette année, c'est vraiment le retour marqué de la volatilité sur l'ensemble des classes d'actifs. Il n'y a pas eu de classe d'actifs refuge, elles ont pu l'être à un certain moment, mais elles ont aussi corrigé particulièrement à des moments différents. Donc c'est notre métier d'essayer de juguler ces moments de volatilité, de se réexposer au bon moment, même s'il faut reconnaître que le mois d'août, on ne l'avait pas vu venir, en tout cas dans cette ampleur. Et alors, on a fait un très bon début d'année, on est content, et puis là, tout est à refaire. Stéphane, comment on vit ça? C'est vrai que c'est compliqué, on a eu beaucoup de séquences. Je pense qu'il y a deux éléments, je partage complètement le point de vue de Malik, c'est-à-dire que l'événement marquant de l'année, c'est quand même le retour de la volatilité, qui, de notre point de vue, est de retour pour longtemps. Ça va quand même, le point positif, c'est que ça laisse des opportunités aussi. C'est-à-dire que la volatilité s'accompagne de dispersion. Trop fort, ça y est. De dispersion. Petit coup de commercial, là, ça fait pas de mal, volatilité, opportunité. Mais c'est vrai, c'est le moment de rentrer, trop fort. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a aussi un changement de paradigme fort, c'est aussi, de mon point de vue, et ça, on a tous parlé du mois d'août, mais ce que je trouve très marquant aussi, c'est le mois d'avril dernier. Le mois d'avril dernier, avec la tension sur le marché obligataire, les taux qui sont enfin sous pression et qui nous montrent que, quelque part, le profil embarqué et le profil de performance passée et de risque passé qu'on a eu sur les taux, après une baisse quasi ininterrompue des taux pendant ces 30 dernières années, je tire le trait un peu gros, mais c'est quand même l'environnement dans lequel on a été, et bien aujourd'hui, ça touche à sa fin, à mesure qu'on se rapproche du plancher, alors on peut creuser un petit peu, mais aujourd'hui, on est à la fin de cette route. Vous me faites la transition, Stéphane, puisqu'on va
saucissonner cette émission en 3 parties. On va commencer par les taux, si vous voulez bien, puisqu'effectivement, 30 ans de baisse quasi, alors il y a eu des séquences quand même, hein, mais quasi ininterrompues à l'échelle de l'histoire des taux. Et puis là, c'est la fin, qu'on le veuille ou non. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça commence là, le 16 ou le 17 décembre, si je ne me trompe pas sur la date. C'est dans les cours, d'après ce qu'on nous dit. Bon, est-ce que c'est aussi sûr que ça? Et puis, dans quel inconnu va-t-on rentrer? C'est la question que je vous pose, messieurs. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on fait de la gestion flexible avec cet environnemental, Chagir? Oui, alors évidemment, c'est le problème de la gestion flexible, je dirais de la gestion diversifiée patrimoniale aujourd'hui, c'est que le monde des taux est au plancher. Et évidemment, avec la normalisation de la politique monétaire, nous avons devant nous un grand changement. Est-ce qu'on peut avoir du taux dans la gestion flexible aujourd'hui? C'est presque plus risqué, sauf d'avoir du très court et au fond qui rapporte rien, non? Alors, on peut avoir du taux, à l'exemple du high yield dans la zone euro. N'oublions pas que le rendement du high yield dans la zone euro est autour de 4-5% aujourd'hui, avec des taux de défaut qui sont très maîtrisés. On a des anticipations de taux de défaut aujourd'hui qui sont à moins de 2%. Donc là, on a encore de la valeur. Mais c'est un actif quand même qui reste relativement corrélé au marché des actions. Mais l'avantage, c'est que là, on a un actif qui est quasiment 3 fois moins volatile que le marché des actions. Donc voilà un des éléments. Je vais venir vous chercher sur le sujet, mais je vais passer la parole à Gilles. Le taux. Alors moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand même, on va chercher plus de risques. Si vous me dites high yield, je ne sais pas si vous êtes pareil à la française, mais si on me dit high yield, on me dit plus de risques. Oui, alors on a une approche effectivement aujourd'hui qui est un petit peu plus prudente sur cette partie-là, sur la partie taux. Donc moins de taux, vous? On a moins de taux aujourd'hui, enfin on en a moins qu'on en a eu. On a eu une année effectivement, comme on le disait, complexe, avec des variations sur les expositions, notamment sur la partie obligataire, qui ont varié dans des proportions très significatives en 2015. Aujourd'hui, on aborde 2 rendez-vous importants de fin d'année, donc BCE et Fed, avec effectivement, qui sont pour nous des points de vigilance importants. Voilà, ça va bouger ou pas? Ou on dit ça y est, ça s'est fait, c'est déjà dans les cours? C'est toujours compliqué. Effectivement, cette hausse des taux US, elle est largement pricée par le marché aujourd'hui. Okay. Les attentes sur la BCE, en revanche, sont quand même très très fortes aujourd'hui. C'est un point de vigilance important. On peut avoir Monsieur Draghi ne nous a jamais déçus jusqu'à présent, en tout cas rarement déçus. En tout cas, force est de constater qu'on a des attentes très élevées. Jour, vous savez, c'est comme toujours. Voilà. Donc des points de vigilance importants qui justifient qu'aujourd'hui, on a quand même réduit la voilure sur la partie obligataire. Moins de taux. Même si il y a quelques segments qu'on aime bien. On est revenu plutôt sur des segments. On a privilégié la partie investment grade. Aujourd'hui, on considère. Mais c'est à l'envers là. C'est du très tactique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que le risque spécifique qu'on a vu sur certains dossiers tout récemment nous amène à être un petit peu vigilant sur la période très très court terme. Malik, taux, high yield, pas high yield? Non, on détient toujours des taux, mais des taux de la zone euro, pas de taux ni japonais ni anglais, mais on est aussi sur les taux américains parce qu'on considère que la normalisation, c'est juste une normalisation et l'évolution des taux dépendra des données et puis du discours qu'aura la Fed. Donc aujourd'hui, on est plutôt short sur les maturités courtes, un peu long sur les maturités longues. C'est la même chose sur la zone euro. L'idée essentielle aujourd'hui, en tout cas... Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui en portefeuille? Une conviction, c'est que... Vous avez quoi? Sur les taux, oui. On n'a que des taux d'État pour l'instant. Pas de high yield. Non, pour l'instant, on préfère les actions là pour avoir plus de risques que le high yield. Et des taux d'État, on en a, oui, sur la zone euro, sur du long, au-delà de 10 ans, on en a encore. Et sur du long, ça va vous coûter cher si les taux remontent un peu, non? Mais les taux ne vont pas remonter tout de suite. Bon. On a une conviction profonde, c'est que la BCE, je suis d'accord avec ça, n'a qu'un objectif, c'est la reflation. Quoi qu'il arrive, il faut reflater. Et si la reflation ne peut passer à ce moment, en tout cas aujourd'hui, que par la reflation des actifs. C'est dangereux peut-être à terme, mais en tout cas, c'est l'objectif visé. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, oui, il n'y a pas de bulle. Vous dites on va avoir une petite remontée, puis des annonces très sécurisantes en fait, non? Non. À la Fed, hein? À la Fed, oui, il va y avoir une normalisation. Oui. C'est juste une normalisation. Et M. Draghi viendra là chez nous pour compenser? M. Draghi va compenser. C'est sûr. Au début, c'est sûr, oui, on en est presque sûr. Oui. D'accord. Donc on peut lui faire confiance, il ne nous décevra je suis d'accord, pas. Il ne nous a jamais déçus, mais comme vous le dites, et alors il y a toujours une première. Allez, chez JP Morgan, alors voilà, on va rester dans la logique du flexible. Est-ce qu'on met du taux? Quel type de taux? Alors déjà, nous, on n'est pas nécessairement
dans le cadre du fonds dont je parle aujourd'hui, on n'est pas nécessairement très investi sur le marché obligataire, mais j'y reviendrai plus tard. Oui, mais peut-être qu'on ne va pas rester sur ce fonds-là tout de suite, on y reviendra. Non, mais c'est parce que quand même, quand on est dans une gestion flexible, est-ce qu'on met du taux ou est-ce qu'on n'en met pas? Alors, certains gérants me disent, maintenant, je ne m'en mets plus du tout de taux, moi. C'est dans ce fonds-là. Et donc, dans ce fonds-là, qu'est-ce qu'on a sur les taux? Effectivement, tactiquement, parce qu'on partage ce point de vue sur un aplatissement de la courbe aux États-Unis, c'est-à-dire une remontée des taux courts et peut-être une capacité de pression sur les taux plus longs. Je vous le rappelle quand même pour mémoire que sur le 10 ans américain, on a une rémunération qui est plus de 2 fois celle de l'OAT. Donc on a un potentiel de compression sur des taux longs. Sur un retournement conjoncturel. Potentiel de compression, c'est joli. Vous avez une jolie formule. On va la garder celle-là. Potentiel de compression. Donc tactiquement, un peu d'investment grade sur les États-Unis, sur de la partie longue, mais c'est très très marginal. On a très peu de duration. Et en revanche, là où on a une duration dans le portefeuille, c'est sur du 10 ans australien. D'accord. Alors là, le 10 ans australien, quid Quid du 10 ans australien. Vite fait, parce qu'on va peut-être pas. Mais... écoutez, déjà, le rendement par rapport aux taux gouvernementaux, on est à 2,81 sur le 10 ans australien. Donc déjà, rien que ça, c'est assez gras. Là, pour le coup, on est à 3 fois l'OAT. Et puis, on a aussi une banque centrale qui a la possibilité, qui est sous pression, parce que c'est un modèle très exportateur de matières premières, et qui a la possibilité de baisser ses taux, puisque les taux directeurs en Australie sont à 2%. D'accord, donc on va garder l'Australie, mais enfin bon, ça ne veut pas. Allez, Chagir, je reviens vers vous, là, parce que là, je vous sens sous pression, cher ami. On va vous enlever vos notes, allez hop. Alors, dans le high-yield, c'est super dangereux, la liquidité, enfin quoi. Non, je crois qu'il faut insister sur un point fondamental pour 2016, c'est le différentiel de politique monétaire entre les États-Unis et la zone euro. De façon générale, on a parlé tout à l'heure d'Australie, il y a des pays qui sont très avancés dans le cycle, États-Unis, Royaume-Uni, ensuite vous avez la zone euro, le Japon, le Canada, l'Australie et les pays émergents. Donc ça dépend où on se situe. Pour ce qui est de notre marché, la zone euro, je n'ai absolument aucune crainte de remonter des taux. Aucune crainte de remonter des taux. Le seul point commun que nous avons avec les États-Unis, c'est l'inflation globale, avec la fin de l'impact de la baisse du prix du pétrole, avec les effets de base que nous aurons au premier semestre 2016. Mais malgré cela, je pense que les taux européens vont monter très très faiblement. Je parle des taux souverains. Mais dans ce contexte-là, les taux des obligations privées, à mon avis, restent toujours intéressantes, et en particulier le high yield. Si on n'a aucun risque sur le souverain, effectivement, je ne parle pas du défaut, mais après, le risque de liquidité, il existe fort sur le high yield. Il faudra sentir le retournement. Est-ce que vous le sentirez au bon moment? C'est la question. Mais je pense que dans le cadre d'un portage sur des durées, des maturités relativement courtes, c'est encore intéressant. 4,5 sur une inflation qui est proche de 0. Quelle durée, 4,5 4,5 aujourd'hui sur des maturités de 5 ans. On les trouve assez facilement. Je trouve que ça a un intérêt. 5 ans, c'est pas le bout du monde aujourd'hui? Non, pour un gérant flexible, 5 ans, c'est la pression. Je crois que vous serez à la retraite, non? Non, c'est sûr que c'est un peu long. Mais encore une fois, il faut insister sur le différentiel de politique monétaire entre les États-Unis et la zone euro. Ce ne sont pas les mêmes zones économiques. Malik, est-ce qu'il y a des éléments, avant de démarrer cette émission, je dis tiens, qu'est-ce qui pourrait faire que les taux remontent chez nous? Puisqu'effectivement, personne ne les voit remonter, je pense qu'autour de cette table. Et risque politique, tiens. Imaginons qu'en France, on a une élection qui se passe mal. Il n'y aurait pas tout d'un coup un niveau de stress qui ferait que pouf, ça remonte vite? Oui, le risque politique, il existe avec les élections régionales françaises, puis après les élections législatives espagnoles. Donc c'est les deux événements de fin d'année qu'il faudra suivre avec attention. Mais je pense que ce sera des moments de tension momentanés. On aura derrière un discours qui essaiera de faire remonter la pression. Super Mario qui dira je suis là. Non, mais c'est des événements, oui, qui pourraient jouer un rôle. C'est pas M. Juncker qui va nous rassurer, ça c'est sûr que non. Donc. Allez. Bon alors non, mais risque politique. Vraiment, j'en entends parler. On est dans une salle d'attente d'aéroport tout à l'heure avec un professionnel. Et il disait quand même, s'il y a une très forte poussée d'un parti extrême en France au régional, à ce moment-là, il peut se passer quelque chose. Oui, ça peut être négatif pour l'image de la France et pour l'industrie française, parce que des investisseurs pourraient se détourner de la France. Ça, il faut le reconnaître, c'est un risque. D'accord. Ce risque, est-ce que vous l'analysez, Gilles? L'Espagne aussi, tout le monde pose la question pour l'Espagne. Oui, c'est pas rien l'Espagne. On a vu aussi l'exemple du Portugal il n'y a pas si longtemps, qui a donné lieu à quand même des tensions un petit peu fortes. Mais comme disait Malik, ça a été assez ponctuel. C'est sur des périodes de temps très courtes. Alors on n'est pas tout à fait dans la même disposition, mais voilà, donc c'est forcément des risques qu'il faut appréhender dans les portefeuilles, même si ce sont des risques qui peuvent se normaliser assez rapidement après l'épisode de pic de stress en fait. Le risque politique sur les taux?
Il existe clairement, on peut avoir une prime ponctuelle. Je pense que ce serait plutôt un épiphénomène, ce serait plutôt court, mais en revanche, on peut avoir un choc très court. Et vu les niveaux de rendement qu'on a aujourd'hui sur le marché, ça peut vous faire effacer très rapidement plusieurs années de performance sur un choc ponctuel. D'accord. Un gérant me disait, alors on a vécu des événements, on ne peut pas ne pas en parler autour de cette table, un gérant cyniquement, mais au fond avec un certain réalisme, disait, dans un premier temps, c'est plutôt bon, parce qu'on va se rapprocher de la Russie, il y aura moins de tensions. Vous avez quelque chose là-dessus? Vous êtes d'accord? Mais la géopolitique, c'est difficile à intégrer dans nos portefeuilles. C'est comme aujourd'hui, la crise des réfugiés va avoir un effet positif sur la croissance européenne. D'accord. Et ben voilà. Parce que les gouvernements sont obligés de dépenser de l'argent, donc de fournir une assistance. Donc ça doit avoir un effet positif. Ça injecte de la liquidité dans le marché. D'accord. Donc, je m'allie, j'ai toujours un peu peur. Donc aujourd'hui, on ne prend pas en compte le risque géopolitique, assez peu, on fait notre boulot. Si, il faut le prendre en compte, mais Pas il est beaucoup. très difficile à... Voilà, alors, pas beaucoup au fond. anticiper. Et donc aujourd'hui, vous êtes assez d'accord sur ce qu'on a dit, assez maîtrisé sur la Fed, tout est dans les cours aujourd'hui, et sur le côté européen, on est sécure, on fait confiance à Mario. Donc vous, gérant flexible, au fond, vous êtes assez serein sur la partie taux aujourd'hui? Nous, sur les taux européens, clairement, on n'a pas d'exposition. C'est pas parce qu'on s'attend à un bain de Pourquoi sang. vous n'avez pas d'exposition, vous alors? Parce que ça ne rapporte rien. D'accord. Et parce que espérer gagner quelque chose sur les taux européens. Un peu de high yield, donc si on est serein à court terme. Le high yield pose la question effectivement de la liquidité. C'est-à-dire que nous, on préfère prendre un risque action. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous êtes rémunéré sur votre risque entreprise avec une liquidité qui nous semble plus grande. Donc aujourd'hui, avec un rendement sur le marché action qui est quand même le rendement instantané sur le marché européen, il est de l'ordre de 3, rendement plus une prime de risque plus importante, on préfère les actions. Ok, on passe à quelques questions et puis on passera à la deuxième partie Ouais, ensuite. sur les taux, on a répondu à la grande majorité des questions. On La a seule tout dit. question que nous posent les internautes, c'est de se dire, très bien, les taux américains, ils vont remonter, c'est entre guillemets acté, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque sur le discours qui va accompagner la montée des taux et qui pourrait mettre quelques soubresauts sur les marchés? Allez, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce discours? Moi, je pense que le resserrement monétaire, de toute façon, va être extrêmement lent. Je m'attends à, donc en décembre, 0,25 et après, probablement, le 27 avril, mais pas avant. Et il va être de toute façon très lent. Et je partage l'idée de l'aplatissement de la courbe des taux, c'est-à-dire que les taux longs ne vont pas beaucoup monter. Tout dépendra de l'évolution du prix du pétrole et de l'inflation, mais je vois mal les taux longs américains monter. Les taux courts vont monter, mais pas tellement les taux longs. Donc après, ça sera une question de flux. Il est certain qu'aujourd'hui, il y a un resserrement des liquidités mondiales. Les masses monétaires au niveau mondial sont en train de refluer d'une façon extrême. On est passé de 8-9% de croissance en début d'année à 3-4% aujourd'hui. Et ça, c'est un élément qui crée de la volatilité sur les marchés. Et ce que nous avons sur la deuxième partie. On va arriver à la volatilité. On continue. Donc, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le resserrement de la politique américaine, tranquille, sur le discours? Vous attendez des choses Le discours, c'est le plus important en fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un discours qui vous rassurerait et qui ferait que vous soyez serein? Il faut qu'il soit clair et assez transparent. Les banquiers centraux ils disent toujours que si on a compris ce qu'ils disent. Non, mais la première fois, Yellen avait été. C'est elle qui avait rajouté de la volatilité dans les marchés avec son interprétation du ralentissement chinois. Il y a un peu d'atermoiement. Voilà, d'atermoiement qui laissait penser qu'il savait quelque chose que les marchés ne savaient pas. Donc de la clarté. Ouais. Vous pensez que ça sera le cas là? Elle a compris? Je pense. D'accord. Ce qui compte, oui, c'est le discours, le tempo, et être certain qu'on ne change pas de paradigme, c'est-à-dire que les critères de la Fed restent les mêmes, et que la Fed reste la Banque centrale américaine et pas la Banque centrale mondiale. Gilles? Oui, on partage le point de vue. Effectivement, on a vu que les tensions, quand elles arrivent sur les taux longs US, elles sont très courtes. Alors effectivement, le discours est important. On a vu qu'on a eu des périodes où durant l'année où ça a été un petit peu compliqué. Mais voilà, on n'attend pas grand-chose non plus. D'accord, je vous sens assez serein sur la partie taux. Merci messieurs pour cette première partie. Et on passe à la seconde sur une transition de Chaguir et qui nous dit, bah oui, mais sauf que on va avoir de la volatilité. On peut dire que cette année, on a été servi, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai voulu ouvrir cette deuxième partie sur la vol, mais pas seulement en disant, au fond, maintenant, chez vous, chez les gérants flexibles, c'est la guerre du drawdown. Les distributeurs que nous sommes vous disent, oulala, nous on veut bien que ça monte, mais ce qu'on veut surtout pas, c'est on va bien prendre des baisses, on les comprend, mais alors pas violemment. Et cette année, on a été servi. Comment on fait aujourd'hui, dans la volatilité actuelle, pour faire la guerre au drawdown?
Comment on fait? Déjà, une des réponses, c'est d'essayer de gérer en corrélation entre les différentes classes d'actifs, donc de la diversification, ça c'est le premier point. Tout a été corrélé, Alors tout a été corrélé quand on était, alors je vais utiliser un gros mot, quand on était directionnel. C'est-à-dire si on était exclusivement long des actifs, c'est vrai que cet été, les actions ont eu le mauvais goût de converger avec les taux. Même l'or. Néanmoins, oui, pour dire. même les taux précieux, mais néanmoins, il y avait la possibilité de générer de la performance ou de se protéger pour partie en étant short de certaines classes d'actifs et aussi en jouant sur, justement, Chaguir l'a évoqué, sur le différentiel de politique monétaire qu'on avait entre les différentes zones, la différente dynamique, et ça, déjà, cette année, on pouvait le mettre en œuvre. Et là, on rentre dans des stratégies complexes, Malik, où il faut jouer, si vous rentrez dans ce jeu-là, faire des paris, il ne faut juste pas être à l'envers, et là, c'est compliqué, non? Non, mais je vais revenir sur le drawdown de cet été. En ce qui nous concerne, je parle pour la gamme croissance. Tout est parti, et là, je le répète encore une fois, d'une mauvaise interprétation de ce qu'ont fait les Chinois par les investisseurs. Et d'ailleurs, ça a été relayé par la presse. Partout, on a entendu dévaluation de la monnaie chinoise. Très peu, en réalité. Excusez-moi, 3%, vous appelez ça une dévaluation? Sauf que tout le monde en a parlé, effectivement. Oui, mais parce que pas que la presse. Hein, Si, la presse a beaucoup relayé ça. ça. C'est de la faute de la presse. Moi, j'ai entendu des gérants le dire aussi. Hein. C'est une erreur, parce que ce n'est pas une dévaluation, c'est un ajustement, une dévaluation. Quand vous voulez dévaluer et rendre compétitif... C'est légitime, ils étaient collés au dollar, donc il fallait bien... Oui, mais l'idée, c'était qu'ils s'ajustaient, parce qu'il y avait un différentiel entre le one offshore et le one onshore. Mais en aucun cas, ça ne voulait dire une dévaluation et changer de paradigme économique. La Chine continue à se transformer petit à petit d'une économie orientée vers les exportations, vers une économie domestique. Donc ce drawdown-là, nous, on l'a pris parce que nous, quand ils ont annoncé leur ajustement qui venait une semaine après la publication de mauvais chiffres de commerce extérieur avec une baisse prononcée des exportations, les investisseurs ont mais si c'était qu'un accident, je regardais le drawdown d'août là. On ne l'a pas récupéré vraiment. Mais si, on l'a récupéré maintenant. À peine. Si, ça veut dire que celui du mois d'août, il a été récupéré. Oui, mais à peine. Non, mais il a été récupéré. L'erreur, ça aurait été... Je fais toujours très attention avec lui. Je fais toujours très attention. L'erreur, ça aurait été de couper... on a cette relation, Justement, l'erreur, ça aurait été de couper nos positions, ce qu'on a fait parce que la volatilité montant, on a été obligé de réduire, mais de se réexposer lorsque les choses se sont stabilisées. Donc le drawdown, on l'a pris là. C'était un accident. On l'a pris, c'est un accident de marché. Donc fallait pas bouger. Pour nous, notre interprétation était de ne pas bouger, que l'interprétation qui avait été faite par les investisseurs était erronée. Il n'y avait pas de hard landing chinois, mais un ralentissement qui dure depuis 3 ans. Mais au-delà de la Chine, j'ai l'impression, j'ai un gérant qui n'est pas à cette table, qui me dit souvent, il y a tout ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et dans ce monde-là, on en a de plus en plus. Comment on va revenir? Comment on fait aujourd'hui pour gérer encore une fois ces drawdowns? Et si on multiplie des stratégies non directionnelles, est-ce qu'on ne prend pas le risque d'être toujours à l'envers aussi, au fond? Oui, alors... C'est vrai, mais dans ces moments-là, effectivement, moi, je rebondis sur ce que disait Malik, hein, c'est-à-dire que effectivement la soudaineté de l'événement et puis l'appréciation que chacun en faisait de la nouvelle fait qu'on a eu des positionnements différents et des ajustements différents. Après, sur l'été, il est clair qu'on avait tout intérêt à être le moins... couper des positions, c'était ce qu'il y avait de pire en fait. Hein. Il y avait vraiment un moment donné, sauf qu'il y avait la trouille sur le marché à un moment donné. Il y avait des contraintes de drawdown, de volatilité, les pics de vol. Je regarde pas Malik. Après la guerre, on peut dire qu'on aurait gagné, mais moi j'ai senti du stress à ce moment-là quand même. Donc pas couper. À un moment donné, j'ai vu des gens qui paniquaient un peu, non? Pas vous, mais il y en a, non? Oui, c'est légitime hein, dans ces périodes-là. Et c'est légitime quand on voit les mouvements de marché sur quelques jours. Après, j'aime aussi l'idée de chercher aussi des sources de diversification, et notamment sur des paris relative value, si on est dans une période où effectivement le directionnel est moins facile à appréhender, et des paris de relative value peuvent avoir du sens dans les portefeuilles. Valeur relative, oui pardon, c'est pour... Donc typiquement, on peut jouer des spreads sur des taux portugais versus des taux italiens. Enfin voilà, ça peut être un exemple de ce qu'on fait aujourd'hui dans les portefeuilles. Mais voilà. Et à ce moment-là, dans cet exemple, vous communiquez parce qu'après pour le distributeur, il faut comprendre ce qui se passe. Bien sûr. C'est-à-dire que plus la stratégie est complexe, plus pour le distributeur c'est complexe de comprendre et de suivre le gérant qu'on a sélectionné. Tout à fait. Donc ça, on a une bonne communication là-dessus. Absolument, c'est des choses qui sont faites de manière très, très régulière et de manière instantanée lorsque les positions sont initiées. Oui. Chaguir, comment on vit Pour moi, les drawdowns, c'est un peu la résultante de la valorisation des marchés. Il faut savoir que l'ensemble des marchés financiers, actions, là je parle surtout des marchés actions,
depuis début 2015 et même depuis longtemps aux États-Unis, sont dans des valorisations très tendues. Quand on regarde la moyenne historique, on est quand même dans des valorisations très tendues. Même dans la zone euro, on peut dire que les PER sont tendus. Il y a des raisons qui justifient ces PER aujourd'hui, mais c'est quand même très tendu. Donc les drawdowns, c'est simplement ça. Aujourd'hui, il faut regarder l'environnement dans lequel on est, et en particulier le discours des banques centrales, qui est le driver des marchés. Mais il faut également être très attentif aux valorisations. Les événements chinois sont peut-être le catalyseur, mais au mois d'avril, il n'y avait pas des événements chinois et on a corrigé tout simplement parce qu'on était en excès de valorisation. Donc les drawdowns, c'est lié à l'excès de valorisation. Et aujourd'hui, il est clair que dans les obligations d'aide souveraine, on a une bulle, il faut le dire, c'est une vraie bulle. Sur l'investment grade, je pense qu'on est assez lié, il n'y a pas suffisamment de spread, donc on est proche d'une survalorisation également. Sur les actions américaines, à la table d'avant là, mais voilà. bon. Sur les actions américaines, c'est clairement une survalorisation. En 4 ans, les actions américaines ont progressé de 70%, alors que les bénéfices des actions des sociétés américaines ont progressé de 10%. On va avoir des problèmes aux États-Unis là? Non, mais il est clair que moi, je mets en général, ils nous complètement à amènent toujours avec l'écart. eux, hein, même si tout va bien, ils nous amènent toujours avec eux, non? Non, cette année, Oui. nous avons une décorrélation, une divergence de performance entre les deux marchés, mais il est clair que le marché américain est très en avance aujourd'hui. Il y a eu une expansion des multiples et il n'y a pas eu de hausse des bénéfices, je dirais, corrélativement à la hausse des marchés actions. Donc, les drawdowns, c'est des marchés tendus en termes de valorisation. Il faudra s'y habituer et effectivement, il faut essayer de garder son sang-froid et ne pas... je dirais, faire des mouvements importants dans des portefeuilles à chaque événement. Ça, c'est une histoire nouvelle. C'est une histoire nouvelle, Chagir. Les particuliers, vous les connaissez, nos clients. Hein, ils s'étaient habitués, alors bien sûr, à avoir un peu de vol, mais des drawdowns de ce niveau-là, c'est difficile à vivre. Donc la réponse, c'est il va falloir s'y habituer, Gilles? Oui, très probablement. On parlait de retour de volatilité. Il est très probable. Il faut bien éduquer les clients. Hein. C'est clair, on a vu, je regardais il y a quelques jours le spread entre en termes de performance sur les fonds flexibles, qu'on prenne des modérés ou des fonds flexibles un petit peu plus dynamiques, sur le maximum drawdown sur un an glissant, ça va de -2 à -20. Donc effectivement, on a ça, c'est un problème de classification, on y viendra dans la troisième partie aussi. Tout à fait, mais donc ce genre d'écart, on va le revivre très probablement, et c'est des choses qui sont liées à un retour de volatilité. On avait des volatilités très écrasées avec ces politiques banques centrales, on va certainement avoir un changement de régime, même s'il va être progressif et on ne va pas avoir une déconnexion totale, mais il va falloir s'y habituer très probablement. Donc, vous disiez des politiques, une volatilité très écrasée avec ces politiques des banques centrales, c'est-à-dire que le désengagement de la banque centrale, ça ramène de la volatilité? C'est un des paramètres. Il y a l'élément de valorisation. Pas chez nous, puisqu'on a une Super Mario, oui. mais... Enfin, les éléments de valorisation sont également un paramètre il y a des moments donnés où effectivement on va retrouver de la volatilité parce que les marchés sont un petit peu chers, et c'est ce qu'on a vécu, notamment sur les taux par exemple, en début d'année, enfin au mois d'avril. Malik, dans un monde à taux zéro, au fond, ou au faible, si on va chercher de la performance sur le marché action, c'est normal d'avoir de la volatilité, non? Oui, tout à fait. Donc on s'y habitue? Il y a 5 ans, on l'avait un peu oublié. Ah oui. C'est revenu assez brutalement, donc on va se réhabituer à ça et l'intégrer dans nos gestions aujourd'hui. Alors ça se traduit comment, l'intégrer dans vos gestions? Qu'est-ce que vous faites? Sur le max drawdown, sur comment le protéger lorsque la volatilité est basse et que vous anticipez en fait une correction à venir des marchés pour des raisons, je suis d'accord, de valorisation, pour des raisons de tension géopolitique. En fait, il y a un instrument qui vous permet de le faire, ce sont les options. On ne peut pas le faire lorsque la volatilité spike, excusez-moi de l'expression, monte violemment parce que ça vous coûte. Spike, Ouais. joli terme. La volatilité spike. Marque un pic. Oui, très bien. Marque un pic. Parfait. Excusez-moi pour On l'anglicisme. apprend, mais on apprend, Ouais. c'est très agréable. Non, C'est et- philosophie d'un bilingue, Jean-Pierre. Mais les Ouais. positions optionnelles vous Spike. permettent de vous protéger et ça n'a pas un gros coût lorsque la volatilité est D'accord. assez basse, de vous protéger contre un retournement des marchés. Malgré le fait que vous soyez exposé. Vous pouvez couvrir jusqu'à la moitié de votre exposition sur certaines classes d'actifs. Donc ça va devenir Ça, de plus en plus courant. ça C'est-à-dire va je devenir prends de des plus en plus positions et je les couvre quand je Tout à pense que fait. c'est... Et ça, on est vraiment dans la flexibilité pour le Oui. coup. D'accord. Chez JP Morgan, tiens, on va prendre... Quand on fait ce type de position, des fois, on se rate. Il y a un grand gérant de la place à côté ici qui est un peu raté cette année. Ça, c'est le danger de la flexibilité. À ce moment-là, on le vit comment? Absolument. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on a le besoin, dans les allocations, de prendre un risque marché. Beaucoup prennent un risque marché. Oh, voilà. Et je pense qu'il est nécessaire. Et là, dans ce cadre-là, quand on offre une gestion discrétionnaire, eh bien, on propose un risque gérant. C'est-à-dire qu'on ne propose pas une neutralisation, une disparition du risque. En revanche, c'est une forme de diversification du risque, puisque votre risque n'est pas le même, puisque la séquence de performance est quelque part autonome
du mouvement du marché. Ce qui compte, c'est la lecture et l'anticipation du gérant. Si vous le diversifiez sur plusieurs méthodes et plusieurs gérants, ça peut avoir un sens. À côté, j'insiste sur ce point, et c'est là pour le coup je ne prêche pas pour ma paroisse puisque ce n'est pas ce qu'on propose, à côté de solutions traditionnelles et longues, parce qu'il faut des actions aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est dans un environnement aussi qui pose un autre problème, c'est que à performance équivalente par rapport au profil de risque historique, eh bien, il va sans doute falloir prendre un petit peu plus de risque facial en tout cas, puisqu'il va falloir mettre plus d'actions, puisque la possibilité de mettre des taux est de moins en moins grande. Donc c'est vrai qu'il va falloir renforcer un petit peu, mettre un peu du fioul dans le moteur. Merci. Question ? Oui, en fait, c'est une question très commerciale. On nous dit, est-ce qu'on va devoir mettre dans les documents les volatilités passées ne préjugent pas des volatilités futures. Oui, donc est-ce que ça va devenir le premier argument commercial pour la vente des fonds ? Je pense en tout cas que ça doit rentrer dans le discours, parce que si on regarde bien la volatilité passée, elle n'est vraiment pas nécessairement, c'est pas un bon ami. C'est-à-dire que regardons les taux gouvernementaux, regardez la volatilité du Bund, elle est de 2. Et pour autant, sur le Bund, on a eu un max drawdown cette année de 10. Donc est-ce que la volatilité historique est un bon indicateur du risque ? C'est un indicateur objectif, mais c'est clairement pas le seul. Est-ce que vous gérez, messieurs, la gestion flexible, c'est une des questions aussi, maintenant avec toujours les drawdowns en tête ? Au fond, c'est ce qu'attendent les distributeurs, c'est ce qu'attendent les clients. Est-ce que c'est vraiment... Chez vous, est-ce que c'est... on ne dort pas la nuit avec le drawdown ? Non, si on avait fait ça, on se serait emmêlé les pinceaux au cours de cet été. On aurait coupé tout d'un coup. Le drawdown, je vous l'ai dit, on l'a pris parce que ce n'était pas notre scénario de marché. Maintenant, si on a un scénario de marché et qu'on a une vraie conviction, on pourra limiter le drawdown parce que ça sera une vraie conviction. Là, on ne l'avait pas, cette conviction. On a été un peu surpris par l'interprétation des marchés. Le drawdown en lui-même, c'est bien sûr que c'est un facteur important. Sur un fonds patrimonial prudent, si vous faites moins 10... Qu'est-ce qu'on dit aux clients, aux distributeurs quand ça arrive ? On leur dit tenez le coup, comment vous... On a déjà parlé de ça, vous avez dit quoi aux clients là ? Tenez le coup, on a dit voilà notre interprétation des choses. On pense que le drawdown est exagéré, que la baisse des marchés est exagérée. Et donc on reste positionné, on maintient nos positions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont tenu le coup, là, il n'y a pas eu de retrait Qu'est-ce que ça a donné ? Vous avez eu de tout, vous avez eu des gens qui sont sortis. D'accord, mais globalement, mais globalement, non, on n'a pas eu de retrait massif sur la période. Donc les gens ont confiance dans leur gérant flexible et ça, c'est plutôt bien, pourvu que ça dure. Les drawdowns, messieurs, on dort avec ? Oui, on dort avec. Après, voilà, les fonds flexibles, comme on le disait, sont très hétérogènes. Je pense que les investisseurs ont une grille de lecture au travers des fiches produits qui permettent quand même d'appréhender un petit peu. Vous avez vu le débat qui est en ce moment sur le niveau de risque des DCI. Des DCI qui peuvent changer on ne parle que de ça, oui. C'est compliqué. On le disait dans la gestion flexible aujourd'hui, aller comprendre PER versus le niveau de risque du DCI, c'est assez complexe. C'est vrai. Après, il y a quand même quelques indicateurs qui permettent quand même on peut regarder un peu il y a des niveaux de vol max, cibles qui peuvent aussi permettre d'appréhender le degré de risque maximum qu'on va intégrer dans le portefeuille. Mais est-ce que vous, alors Malik disait pas du tout, est-ce que vous dormez avec l'idée le moins de drawdown possible ou est-ce que vous dites non, au fond il faut être... Non, parce qu'on est sur un fonds qui a du caractère. La Française Patrimoine Flexible n'est pas un fonds prudent, c'est pas un fonds patrimonial prudent. Donc du coup, on est manifestement capable à certains moments d'expérimenter ce type. C'est vrai que c'est... La sémantique des fonds flexibles, c'est un vrai sujet, on va y venir tout de suite. Shagir ? Si, vous, je sais que vous dormez avec le drawdown. Je vous connais. Alors, je dirais qu'avec la bulle obligataire qu'on a sur les taux souverains, il faut insister sur un point, c'est que le cash est devenu un actif à part entière. Ça, c'est très important aujourd'hui. Ça nous rassure. Donc, ça, c'est un élément clé. Et pour ma part, pour essayer de maîtriser le drawdown, évidemment, c'est l'exposition en action. Aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, on peut créer de la valeur uniquement en passant par le marché des actions. Donc là, il faut effectivement maîtriser son exposition au marché des actions et ne pas, je dirais, négliger cette partie cash dans le portefeuille qui permet d'éviter les drawdowns à un moment donné. Et le high yield, vous nous disiez tout à l'heure quand même. Alors le high yield en complément, parce qu'encore une fois, c'est un marché où la volatilité est 2 à 3 fois inférieure à la volatilité des marchés actions. Et moi, je ne suis pas spécialement inquiet. C'est dans votre poche action que vous mettez le high yield, au fond. Je la considère comme un actif risqué. Et donc, aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup, j'ai moins de 10%, mais je dirais que c'est quelque chose que je regarde justement par une certaine maîtrise de la volatilité globale. Messieurs, merci. Il nous reste 10 grosses minutes. Vous voyez, ça va toujours très très vite. Allez, on parle de vous, de vos fonds. On commence par Gilles peut-être. Comment ça se passe aujourd'hui ? Alors, quels sont vos... On va être très pratico-pratique. Donc, la Française Patrimoine Flexible. Et je reviens sur cette notion de sémantique. C'est un vrai sujet. Quand on a un fonds patrimoine, on dit
c'est vraiment pas risqué. Est-ce que c'est le cas et quelles sont vos postures aujourd'hui? Alors, Patrimoine Flexi, c'est un fonds qui a une fourchette d'exposition au marché d'actions entre 0 et 65. Donc ça en fait de facto, puisqu'on peut monter jusqu'à un Mais niveau vous le faites d'exposition vraiment action. parce que ça, c'est toujours la question Alors, qu'on pose aux gérants flexibles. Et là, ces 0,65 sont toujours à 65, d'autres qui... Voilà. Alors, c'est une bonne question. Je peux vous dire que sur l'année 2015, et c'était équivalent, je pense, sur l'année 2014, notre exposition action a oscillé entre 25 et 65. Et la borne max a été touchée à plusieurs reprises, et la borne min a été touchée également à plusieurs reprises. Donc il y a une vraie flexibilité, bien évidemment, qui doit également se regarder au regard du market timing sur lequel on fait ces mouvements, parce qu'on peut aussi faire les choses dans le désordre, ce qui est pas bien évidemment l'objet. Mais voilà, donc une vraie flexibilité. Aujourd'hui, si je dois vous parler du fonds, comme je vous le disais, on a une posture qui est plutôt prudente au regard des points de vigilance qu'on a évoqués déjà à plusieurs reprises. Les grandes masses du fonds? On a une poche action qui est aux alentours de 30, donc plutôt dans la partie basse de notre année. Quel géographiquement? Un prisme action européenne majoritairement, très peu de diversification, un petit peu de Japon parce qu'on considère que la partie microéconomique, notamment les résultats des sociétés, reste favorable, mais essentiellement un prisme action européenne. Voilà. Sur la partie obligataire, comme je le disais aussi, beaucoup d'allègements ont été faits. La sensi du fonds a oscillé entre 1 et 6 sur l'année 2015, donc une vraie flexibilité. Aujourd'hui, on est plutôt dans la borne basse avec, comme je le disais, peu de paris sur la partie core parce qu'on pense que déjà beaucoup de choses sont pricées. Quelques trades de relative value parce qu'on essaie quand même de chercher des sources de diversification. Voilà. Et on a eu aussi sur on a trois sources de performance dans le fonds, action, taux et diversification, qui est un bon contributeur et notamment sur la partie devise où on a été également très mobile avec une poche diversification qui oscille entre 0 et 30% du book. 0 à 30 sur les devises. Ça peut bouger comme ça. Très bien. Malik, on parle de réactif peut-être, parce que c'est celui qui est le plus significatif de votre gestion aujourd'hui. À l'heure actuelle, on est très exposé, actifs risqués, notamment les actions, puisqu'on a une exposition à l'heure d'aujourd'hui de 75%. Ah, très bien. La dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez à 50-50. Ouais. Donc vous êtes vraiment allé dans le risque. Donc là, on est totalement orienté risque-action avec la zone euro, le Japon. Mais vous êtes revenu sur le Japon? Oui, on est revenu sur le Japon après la baisse. Et nous avons remis des émergents asiatiques depuis plus d'un mois et demi. Considérant que là aussi, il y avait une sous-valorisation qui est notoire, même si le risque d'émergent, on ne l'écarte pas à l'heure actuelle. Il y a vraiment une probabilité, on le prend en compte, d'une crise émergente si les taux américains venaient à monter trop fortement. Et moins asiatique. Pardon ? Moins asiatique ? Moins asiatique ? Oui, moins asiatique, ma question. Est-ce qu'il y a moins de risques émergents asiatiques Non, si la Chine dérape, ça sera alors pourquoi l'ensemble des émergents. Pourquoi vous allez sur les émergents asiatiques? Parce qu'on considère qu'aujourd'hui, la situation chinoise semble sur la voie de la stabilisation et que la baisse qu'on a eue sur les prix des matières premières, pour nous, devrait arriver à son terme. Il y a toujours un excès de l'offre sur la demande, mais ça devrait se tarir petit à petit et les prix devraient rebondir un peu plus, donc stabilisant un peu la dynamique dans les pays asiatiques, notamment. Est-ce qu'on ne devrait pas aller sur les matières premières si vous tenez ce discours dans la gestion flexible? J'allais y venir, même si c'est un pari risqué, mais c'est vrai qu'il y a certaines valeurs matières premières qui sont au tapis depuis un plus bas de 6 ans. Mais il y a toujours cette inéquation entre l'offre et la demande. On a été en surcapacité, on l'est toujours, et donc il faut réduire ces surcapacités. Mais pour l'instant, il faut être honnête, si on est aussi exposé à actions, c'est que je suis d'accord, c'est qu'il n'y a que cette classe d'actifs qui nous apparaît attractive par rapport à l'obligataire. Et quand même, vous êtes plus optimiste que la sortie. On est optimiste sur les pays développés, oui. Ouais. Parce que je me souviens, quand vous disiez, je suis à 50-50, vous me dites ça peut basculer. Si aujourd'hui vous me dites 75, comme vous êtes vraiment un homme de conviction. On est un peu plus optimiste, mais il faut le dire, on est aidé aussi par les banques centrales. D'accord. S'il n'y avait pas les banques centrales, je pense qu'on ne serait pas aussi optimiste. Et on leur fait confiance toujours pour l'instant. Ça va durer qu'un temps. Donc il faudra... Mais pour l'instant, ça va encore. Pour l'instant, on pense que oui. Stéphane, alors ce fonds JPMF Global Capital Appreciation, c'est la première fois que vous êtes sur ce plateau. Vous nous en dites 2 mots? Avec plaisir. Alors c'est un fonds global macro, donc c'est vraiment de la gestion alternative, mais proposé dans une enveloppe UCITS. C'est pour ça qu'on a pu le faire référencer sur toutes les bonnes plateformes. Qu'est-ce qu'il y a donc à liquidité quotidienne. Alors l'idée c'est justement d'utiliser toutes nos compétences sur tous les marchés, d'utiliser beaucoup de produits dérivés, justement pour être très flexible dans la mise en place de ces stratégies, avec un horizon assez tactique sur une grande partie de nos actifs. On a 70% de produits dérivés aujourd'hui dans le portefeuille.
Et comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Pierre, effectivement, cette gestion très discrétionnaire, c'est un risque de se prendre les pieds dans le tapis. C'est également un risque de ne pas se les prendre. Et voilà. Et donc, ce qui explique que, en fait, au mois d'août dernier, le fonds a fait une performance positive de plus 4,2%. Et donc, sur la période estivale de août-septembre, un rebond compris, là où le MSCI World fait moins 11, la moyenne de la catégorie fonds flexibles fait moins 5,80, le fonds fait plus 3. Donc, le fonds se comporte extrêmement bien, avec justement des paris, des opinions multidirectionnelles et aujourd'hui une exposition nette sur le marché action qui est assez faible. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une sensibilité action qui est de 15%. Alors si vous me dites ça fait plus 3, je regardais, ça fait plus 3 au moment de la crise sur août-septembre. Au mois d'août, et après c'est plus calme. Ah bah là oui, parce que là on a une exposition nette sur le marché action qui est quasi nulle. On oscille ces dernières. Vous êtes au garage, dites-moi, est-ce que vous êtes au garage là? Mais non, mais l'idée c'est qu'on protège sur la fin de l'année sur la partie action. L'idée étant qu'en revanche, on a des expositions fortes. C'est-à-dire qu'on a exposition longue très forte sur les financières aux États-Unis. En revanche, on est toujours, alors on a débouclé une grosse partie de nos positions sur l'énergie, mais on est encore légèrement net négatif. Donc on est short sur l'énergie aux États-Unis. D'accord. Comment on fait? Est-ce qu'on a de l'information? Ça, c'est vraiment le problème des distributeurs. Comment je fais pour suivre vos stratégies? Parce que là, ça devient super compliqué pour nous. C'est très compliqué. Qu'est-ce qui fait que je vais choisir ce fonds? Alors, est-ce que je fais confiance et je vous dis voilà? Ou est-ce que j'ai le moyen, dans votre reporting, de comprendre où vous en êtes au moment où nous sommes là? Alors, il y a deux éléments. Il y a d'abord une partie de confiance qu'on doit construire en expliquant bien le fonctionnement. Et ensuite, bien sûr, nous, on met à disposition les meilleurs moyens puisqu'on donne un reporting précis au mois le mois, donc chaque mois sur la sensibilité du portefeuille. Donc, il y a un arrêté mensuel de l'ensemble des opérations. Très bien, on finit par vous, Chaguir, sur cette partie, puis on conclura bien évidemment. Donc, épargne patrimoine, vous avez réussi votre pari, très peu de vols, vous tenez vos perfs pour l'instant. Aujourd'hui, je vous ai senti tendu plusieurs fois cette année, donc aujourd'hui on est où là? Alors, donc, épargne patrimoine, c'est un fonds patrimonial dans la catégorie prudent, une volatilité à 3 ans inférieure à 5%. C'est un 0,40% en actions, 0,100 en obligations, 0,20 en devises. Et sur la catégorie en DC, on est catégorie niveau 3. Voilà. Donc la performance depuis le début de l'année, elle est de 6,60%. Au mois d'août, juste une indication, au mois d'août, nous avons baissé de 2%. Est-ce que les catégories en DC, juste un mot, on va revenir, on le garde, moins de 2% en août, mais la catégorie en DC, c'est un vrai sujet, vous êtes dans, on a vu les discussions, là, vous avez des gens en face de vous qui font des perfs très différentes. On est sur le passé long, puisque je crois que la catégorie en DC, c'est la vol à 5 ans. Exactement. C'est très compliqué aujourd'hui d'avoir une catégorie cohérente, non? Oui, c'est vrai, tout à fait. Mois d'août. Alors, mois d'août, de l'ordre de moins 2% contre un marché qui était à moins 9. Donc, effectivement, nous avions encore une fois beaucoup de cash dans le portefeuille. Aujourd'hui, pour donner globalement la répartition du portefeuille, nous avons une exposition en actions relativement élevée, de l'ordre de 36%, dominante zone euro. 15%, ce sont des fonds à performance absolue. Environ 15% d'obligations, dont des convertibles. Et, les convertibles, tiens, on en a oui, parlé autour de cette table. C'est un actif là, intéressant. Tout le monde en parle en ce moment. C'est un actif, encore une fois, très intéressant, justement, dans la recherche de ces actifs à faible volatilité dans le cadre d'une gestion flexible patrimoniale. Ça fait partie des actifs qui peuvent être vraiment très intéressants. Donc, 15% d'obligations, dont des convertibles, et environ une trentaine de pourcents d'aujourd'hui de cash. 30% de cash, voilà. C'est quand même fort chez vous, ça. Tout à fait. Justement, pour maîtriser cette volatilité, pour maîtriser le max drawdown. Et je reviens sur l'aspect, juste 2 minutes, sur l'aspect taux d'intérêt. À mon sens, mon inquiétude majeure, ce n'est pas les taux d'intérêt, c'est plutôt la croissance américaine. Je dirais que le vrai risque pour les marchés en 2016, c'est un ralentissement de la croissance américaine. Et je reste toujours convaincu que le yuan reste surévalué et ça reste un risque pour 2016. C'est ça les deux principaux vous nous risques. ouvrez, c'est bien, vous faites toutes les transitions. Nous sommes à la conclusion à 2 minutes, donc vous allez avoir 1 minute chacun. On va commencer par Stéphane. Allez, comment ça se passe? Rallye de fin d'année par rallye de fin d'année. Et 2016, on va démarrer l'année dans laquelle, moi je disais l'an dernier, j'ai raté le début de l'année, je n'étais pas investi. Comment on est là sur tout le monde attend ce petit rallye de fin d'année en disant ça va être super, mais donc... Écoutez, très clairement, en tout cas, moi je vous ai donné un élément de réponse tout à l'heure. On n'est pas paramétré pour, donc on n'anticipe pas un rallye de fin d'année. On pense que structurellement, on va avoir beaucoup plus de volatilité, donc de dispersion, et que la valeur, on va plutôt la créer sur l'arbitrage qu'en étant entre guillemets assis sur une tendance. C'est ce qu'on propose dans le cadre du fonds que je représente aujourd'hui. Merci Malik. Rallye de fin d'année ou pas? Le rallye, il a déjà commencé. Il pourra se poursuivre peut-être jusqu'au 3 décembre. Enfin, le rallye fait un peu, on est en route de montagne quand même. Non, mais là, là, ça y est, c'est parti. Non, il y avait un seuil psychologique sur l'Eurostoxx qui a été cassé, même si on n'est pas des analystes techniques, ni des chartistes. Mais bon, c'est vrai que depuis, ça fait 3 fois qu'il le touche sans le passer. En clôture, là, il le franchit aisément.
toujours soutenu par les banques centrales. Donc le 3, ça sera une journée importante, voir les déclarations et des décisions de Draghi. Et je pense que là, on pourra partir en vacances et couper un peu nos positions, parce que même si la normalisation de la politique monétaire est attendue, je pense qu'il y aura un petit retour à ce moment-là. D'accord. Gilles ? Oui, Même question. Alors on est moins exposé que Malik, bien évidemment, mais on a une vision qui reste quand même assez constructive sur les equities, sinon on en aurait encore moins que ce qu'on a, puisqu'on peut descendre plus bas. Au jour d'aujourd'hui, on a juste des points, comme je disais, des points de vigilance qu'on observe qui sont à très courte échéance, et donc on a envie d'être un petit peu, de réduire un peu la voilure juste avant cette échéance-là, en fait. Voilà. Avant l'échéance. On est, la Banque centrale, c'est Oui, demain. c'est ça. hein. Ouais, mais c'est pour Donc, ça que je dis le 3. Voilà. Hein, c'est le 3. Donc Malik, nous on attend le 3, et ça va partir un peu, puis après on part en vacances, et vous, avant le 3. On a commencé D'accord. à Shagir ? les portefeuilles. Alors effectivement, ça dépendra beaucoup de la décision de la BCE et en particulier la Ça baisse ou dépend, pas ça du taux de dépense. repos. Parce que là, on a un impact important, je pense, sur le taux de change de l'euro. Donc c'est ça peut être un catalyseur, mais si c'est le catalyseur, bah, effectivement... on peut L'euro, avoir il est au un plus rallye. bas là, hein. C'est impressionnant. Hein. Mais on peut avoir quelque chose de mieux si l'annonce du taux de repos est effective, 10 points ou 20 points de base. Là, ça serait vraiment un catalyseur, à mon avis, pour une baisse supplémentaire encore de l'euro et un rallye de fin d'année. Mais on verra bien le 3 décembre. Alors oui ou non ? Bah, ça dépendra du 3 décembre. D'accord, très bien. Tiens, dites-moi, on a une question pour finir. On a fini, mais tiens, juste la question de Joker. Est-ce que la COP 21 aura une influence sur les gestions flexibles ? Oui, non. Si on n'arrive pas à aller au bureau, oui, Eh peut-être. oui, forcément, C'est ça. Malik, vous irez au bureau, pareil. Pareil. Tiens, juste avant de... Oui, non, j'étais récemment à un déjeuner avec Nicolas Hulot et il y avait une question qui se posait sur, à ce niveau des prix des matières premières, il n'y a aucune chance pour qu'on investisse dans les énergies renouvelables, au fond, non ? Donc du coup, est-ce que ce n'est pas un sujet ? Est-ce que si on voulait que la planète soit moins polluante, on n'a pas intérêt à faire remonter les prix des matières premières ? Oui, non ? Oui, enfin, c'est pas comme ça qu'on décide de faire remonter les... Mais bon, après, sur les énergies alternatives, on est plus dans des politiques de très long terme, où c'est plus des Mais à un moment enjeux donné, il faut politiques bien- qu'autre Enfin, chose. moi, hein. c'est économique. Il faut avoir intérêt à le faire. Hein, la volonté politique, je pense qu'elle est sous-tendue. Bon, COP 21 ? Non ? Pas d'incidence sur mon portefeuille. Shagir, vous serez au bureau aussi ? Bon, pas d'incidence non plus sur mon portefeuille. Hein, mais... Bon, messieurs, merci beaucoup. C'est allé très vite, trop vite, comme à chaque fois. On a bien compris vos positions. En tout cas, vous êtes très clairs. Merci beaucoup. Et l'année prochaine, on continue à se retrouver dans ces clubs experts flexibles parce Et que... on se retrouve même dès jeudi prochain. Nous. Oui, on se retrouve, mais on a bien compris qu'on avait besoin de décoder de plus en plus vite. Hein. La contrepartie de la volatilité pour les distributeurs, c'est de votre part d'avoir de plus en plus d'informations pour qu'on comprenne de mieux en mieux ce qui se passe. Et nous, on se retrouve jeudi prochain. Exactement, jeudi 18h, avec CD partenaires. Allez, un distributeur, c'est le cas de le dire, donc Exactement. il nous dira comment il vit tout ça. Et en attendant, comme d'habitude et comme dirait Bogdan, gardez-vous bien.